Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Une renaissance insoupçonnée. Dans cet épisode, je reçois Julie, journaliste forme et bien-être et coach sportive. Depuis quelques années, la Guadeloupe a pris une place importante dans la vie de Julie. Chaque retour sur cette île lui offre l'occasion de partager avec son fils les richesses de sa culture et de renforcer les liens familiaux. Dans cette conversation inspirante, Julie nous emmène dans un voyage au cœur de cette île papillon, partageant des réflexions profondes et des expériences personnelles marquantes. Il y a 15 ans, un accident domestique a provoqué une révélation chez Julie, l'incitant à entamer une carrière de coach sportive. Aujourd'hui, elle est devenue une figure incontournable du monde du Pilate grâce à sa méthode novatrice qui remporte un franc succès. Dans cet épisode, nous explorerons les bienfaits et l'évolution de la pratique du Pilate où l'harmonie entre le corps et l'esprit occupe une place centrale. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Julie. Bonjour. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Très bien, très bien. Et merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté. Donc comme je l'expliquais un petit peu en off, pour la petite histoire, je t'ai découverte grâce à Lily Barbery que je salue au passage. Et ça fait des mois et des mois que je me dis, allez, je fais déjà du Pilate de mon côté, mais j'ai envie de tester tes cours. Et donc cette semaine, voilà, je t'ai proposé... Le plan est toujours parfait, ça s'est bien goupillé cette semaine. Et du coup, j'ai enchaîné tes cours cette semaine aussi. Je suis courbaturée comme jamais et comme tu me le disais, ce n'est que le début. Donc voilà, je suis vraiment ravie qu'on fasse cet épisode ensemble. Est-ce que, avant qu'on se lance, tu pourrais te présenter comme tu le souhaites, de ta propre façon ? Je m'appelle Julie Pujol-Benoît, je suis à la base journaliste. Journaliste forme et bien-être, notamment au magazine Elle depuis une dizaine d'années. Et je suis coach sportif depuis 15 ans. Voilà, et je donne des cours en ligne depuis le confinement. Voilà, je fais un mix de pilates, de renforcement musculaire, de cardio. Voilà, c'est une méthode très hybride. Super. Et est-ce que tu aurais un petit fun fact, une info que tout le monde n'a pas forcément sur toi à nous partager ? Je sais pas, il y en a beaucoup. Que je suis pas une coach traditionnelle, on va dire. Je suis très épicurienne, donc voilà, j'ai une vision un peu à rebours des tendances de l'époque. Super, et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure aussi. Donc pour ce qui est de la partie voyage, on va parler de la Guadeloupe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cet archipel est aussi important pour toi ? Parce que le père de mon fils est guadeloupéen. Il est né là-bas. Et moi, je mets un point d'honneur à y emmener mon fils tous les ans. Voilà, bon, il a 3 ans, mais même quand il était dans mon ventre, j'y suis allée parce que je pense que c'est très important qu'il connaisse son île, ses racines, sa culture, et qu'il s'y sente vraiment chez lui. Voilà. Et donc, à force d'y aller, moi aussi, je m'attache. Voilà, comme dans n'importe quel endroit qu'on aime et où on retourne régulièrement, mais aussi parce que c'est l'île de mon fils, ouais. Est-ce que, avant de rencontrer le papa de ton fils, tu étais déjà allée en Guadeloupe ? En Martinique uniquement. D'accord. Oui, c'est vrai que on en reparlera, mais moi, par exemple, j'ai été en Guadeloupe en 2018 et j'en ai profité pour aller en Martinique aussi, et j'avais eu un énorme coup de cœur pour la Guadeloupe, pour ce côté très nature dont on va sûrement reparler. Donc pour faire un petit rappel, donc la Guadeloupe, c'est un département français d'outre-mer depuis 1946. C'est donc un archipel situé dans l'est de la mer des Caraïbes. Et donc il y a 5 îles en fait. Il y a donc la Guadeloupe continentale, donc c'est le
le fameux Petit Papillon avec Basse-Terre à l'ouest et Grande-Terre à l'est. Et il y a ensuite les îles voisines avec l'archipel des Saintes, la Désirade, Marie-Galante. Et bien évidemment, il y a aussi la langue créole qui est très importante en Guadeloupe, où là c'est un mélange de français, d'anglais, d'espagnol et d'influence africaine. Est-ce que tu as un petit peu appris des mots de vocabulaire à force de créole? Non, parce que le père de mon fils, je réclamais pendant des années de m'apprendre et il l'a jamais fait. Et à part certains mots, non, vraiment pas du tout. J'espère que mon fils le parlera couramment, mais je pense que oui. Parce que du coup, si je peux me permettre de te demander, il est encore en lien donc avec la famille Oui, de oui, son oui. papa. Ah oui, qui eux sont sur place. Du coup, c'est génial, quoi. Il a son papy et sa mamie là-bas, et puis toute sa famille. Moi, de mon côté, il n'y a pas beaucoup de famille, il y en a plus beaucoup. Donc, je trouve ça, c'est très important. Enfin, c'est génial pour lui. Il a il a une grande famille là-bas. Donc ouais, c'est une grande chance. Ouais, je trouve ça super que tu puisses lui proposer ça et je suis sûre que plus tard, il te remerciera pour cette implication, on va dire. Et pour faire dans chaque épisode, je fais un petit rappel historique quand même. Donc en fait, avant l'arrivée de Christophe Colomb en Guadeloupe, il y avait déjà des populations autochtones natives en Guadeloupe qui s'appellent les Arawaks. Je ne sais pas si tu le savais. Et en fait, leur terre natale était nommée Karukéra, et ce qui signifie l'île aux belles eaux. Parce que bien évidemment, quand on pense à la Guadeloupe, on pense à ces paysages fantastiques. Et donc il y avait les Arawaks, les premiers habitants de la Guadeloupe, suivis par les Caraïbes, des guerriers plus agressifs qui ont chassé les Arawaks. Et en fait, même si Christophe Colomb a découvert la Guadeloupe en 1493, les Français l'ont pas colonisé avant le XVIIe siècle. Après, il y a eu malheureusement tout ce qu'on connaît avec l'esclavage, les plantations de canne à sucre et de café. Mais voilà, il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1848 et ça a changé radicalement la société guadeloupéenne. Donc toi, quand tu vas en Guadeloupe, est-ce que vous allez tout le temps dans dans les mêmes coins? Est-ce que vous êtes plutôt allé sur Grande-Terre, Basse-Terre? Est-ce que tu bouges pas mal? Basse-Terre, on a exploré, mais pas encore assez suffisamment à mon goût. Donc, je pense qu'au mois de février, on y restera plus longtemps. Moi, au départ, quand j'y suis allée la toute première fois, j'avais Mani dans mon ventre. Le papa de Mani m'avait conseillé d'aller à Sainte-Anne ou Saint-François. Et mon ancien beau-père, le grand-père, du coup, m'avait dit, mais pas du tout, te connaissant, c'est pas du tout ton truc. Et en fait, c'est vrai que c'est pas mon truc. Donc aujourd'hui, on se base toujours à Gosier, qui est un peu qui est au centre de l'île, où il y a moins de touristes et où du coup on est près de Basse-Terre et de Baie-Mahault ou Sainte-Rose, où sont les grands-parents. Voilà, j'ai pas aimé Saint-François parce que au bout de 3-4 jours, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de Guadeloupéens? Ah oui? C'est blanc, il y a que des expats, des touristes. Et moi, ça m'a vachement dérangée. Donc, à part le marché que j'aime bien, j'ai pas trop accroché. Je préfère aller ailleurs où c'est plus authentique. Oui, parce que quand tu disais que ton ancien beau-père te disait que c'était pas trop pour toi, qu'est-ce qui n'était pas trop pour toi dans cette région? Bah, parce qu'il me connaît, je pense qu'il savait que j'avais envie d'être un peu en immersion, de découvrir vraiment la Guadeloupe authentique. J'ai pas envie d'aller retrouver des vieux Français à la retraite, des riches qui ont des énormes maisons et qui passent juste pour les vacances. Ça m'intéressait pas. C'est pas, voilà, c'est pas mon. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que pour expliquer un petit peu aux auditeurs, auditrices qui connaissent pas forcément la Guadeloupe, donc on a la Grande Terre qui est connue pour ses plages de sable blanc, les lagons calmes, tandis que Basse-Terre, ça va être vraiment plus montagneux, couvert de forêts tropicales, avec donc Basse-Terre qui est la capitale administrative, où là, ça va être plus le côté
bâtiments historiques, avec le palais du gouverneur, des sites culturels assez importants. Il va y avoir aussi des points pour faire partir en randonnée. On peut voir le volcan de la Soufrière. Et après, Grande-Terre, où là, ça va être Pointe-à-Pitre, la capitale économique, donc le Gosier dont tu parlais. Et Sainte-Anne aussi, moi, tu vois, quand je suis allée en Guadeloupe, j'ai fait la grosse touriste pour le coup, t'aurais pas aimé, parce que j'étais à Sainte-Anne avec cette plage magnifique de la Caravelle. Et je sais pas si tu vois, tu sais, quand on fait des exercices de méditation, on te dit fermez les yeux, imaginez-vous dans un endroit paisible où vous vous sentez bien. Mais moi, à chaque fois, depuis que je suis allée en Guadeloupe en 2018, je revois cette plage en Guadeloupe avec ce sable blanc, ces palmiers, enfin ces cocotiers, voilà, ça reste vraiment mon coup de cœur. Vraiment pas la plus belle. Vrai? Non, pas du tout. Et puis voilà, il y a une histoire aussi. Moi, il y a quand même beaucoup de choses qui me révoltent un peu en Guadeloupe. Je connais très peu l'histoire et voilà. Mais bon, moi, j'adore cette plage. Mais bon, bah voilà, il y a un énorme Club Med. Moi, j'ai été témoin plein de fois de par exemple un matin où la plage est vide et où il y a des petits enfants, mais pas plus haut qui ont 10 ans maximum. Il y a personne et ils veulent aller sur le petit ponton qui appartient au Club Med. Et il y a un vigile qui les vire, quoi, parce que voilà, il y a que les gens du Club Med qui ont le droit. Donc c'est quand même s'accaparer un lieu public. Donc voilà, c'est une belle plage, je l'aime beaucoup, mais je trouve que c'est pas la plus belle et qu'il y a un côté aussi un petit peu de voilà il y a quelque chose. Je pense que cette plage, elle est alors voilà, je ne suis pas du tout spécialiste et je connais peu, mais dans ce que je ressens, c'est un peu une allégorie ça symbolise bien ce qui se passe en Guadeloupe, je trouve. Voilà, si on va s'accaparer des choses. Mais c'est pas la plus belle. Grand'Anse, va à Grand'Anse. Si tu aimes la méditation, c'est tellement plus sauvage, c'est tellement plus, ouais, moi, là, ça reste très touristique, c'est une plage du Club Med, quoi. Si t'aimes méditer, Grand'Anse. Ah, mais j'aimerais tant y retourner parce que j'y ai passé que quelques jours. Et je sais pas si tu as fait des petites excursions, parce que ce que j'avais beaucoup aimé, c'est d'aller, j'ai plus du tout le nom, mais d'aller voir les cascades un petit peu cachées, partir en randonnée. Toujours pas faite, parce qu'avec un petit, c'est quand même compliqué. Mais du coup, la Soufrière, on reste en bas. On a fait les douches, les sources de soufre. Où ça, c'est assez chouette de faire. Mais c'est vrai que pour les grosses randos, j'attends que le Mani soit un peu plus grand, ouais. Bien sûr, oui, parce que se le porter en sac à dos sur Voilà, le dos il est trop grand maintenant, c'est plus facile. Ouais. Et justement, pour parler un petit peu plus climat, donc la Guadeloupe, c'est un climat tropical avec des températures chaudes toute l'année. Est-ce que toi, tu y vas à des périodes spécifiques? Parce que de ce que j'ai lu, je me trompe peut-être, il y a la saison des pluies qui s'étend de juin à novembre. Toi, t'essayes d'éviter, j'imagine, ces périodes-là? Bah maintenant, les habitants, ils disent que tout est un peu bouleversé en ce moment. Moi, j'y pars en février. Je trouve que quand je suis rentrée, j'ai bien vu que ceux qui étaient pas partis, ils étaient vraiment au fond du seau, avec ce mois de février très très sombre qu'on a eu. Je crois que c'était le moins lumineux depuis des années. Du coup, je trouve que c'est un peu un boost de lumière et de vitamine D au cœur de l'hiver. Donc j'aime bien cette période. J'ai très envie de faire Noël là-bas pour que Mani justement découvre la culture, enfin voilà, les us et coutumes pour Noël. Et puis je choisis février parce qu'il y a le carnaval et moi le carnaval m'a totalement bouleversée quand j'ai découvert. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un événement. Je m'attendais à quelque chose de très festif, alors ça l'est, mais de ce que les Guadeloupéens disent, aucun carnaval n'est aussi politique. C'est très très. Je trouve que les premières fois, donc il y a les fouettards. Les fouettards? C'est pendant la période, du coup, c'est quasiment 2 mois. Beaucoup les hommes. Après, j'ai vu de plus en plus de petites filles, donc ça m'a fait plaisir. Mais en fait, les petits garçons, pas tous, mais la majorité,
plein, quoi, apprennent à tisser une corde. Et du coup, alors c'est des enfants jusqu'aux grands adultes, hein, enfin, et en fait, ils vont fouetter le sol. Donc plus on est grand, plus les cordes sont longues. Ça fait un bruit, ça te perce le tympan. Mais du coup, on est bercé pendant, moi, à chaque fois, les 2 semaines, ça claque de partout. Et c'est un geste qui est quand même violent et qui interpelle au début. Dans les défilés, ils sont toujours là. C'est eux souvent qui ouvrent les défilés. Qui, en fait, c'est tout simplement la reproduction des gestes des maîtres d'esclaves qui fouettaient les esclaves. Donc, c'est beaucoup voilà, c'est beaucoup il y en a beaucoup qui se griment en singes parce qu'on les traitait de singes aussi. Il y a quelque chose de très, c'est très fort. Historiquement, on comprend beaucoup de choses. C'est très puissant, hein. Moi, j'en parle, j'ai des frissons. Alors, je connais pas du tout le carnaval du Brésil et je connais pas le Brésil, mais je sais que souvent ils comparent et ils disent ah mais tu t'attendais à un carnaval comme au Brésil. Alors c'est aussi beau, hein. Les costumes sont incroyables, c'est festif, c'est incroyable. Mais il y a quelque chose derrière. Moi, j'ai été vraiment bouleversée. Et du coup, voilà, par exemple, mon fils là, il a pris les petites cordes de ses petits cousins. Et c'est marrant parce que il a reproduit le geste tout de suite. Il a que 3 ans. Et j'entendais des mamies derrière qui disaient, ah, bah, il a ça dans le sang. Oh, ça m'a fait quelque chose parce que c'est vrai que son geste, il l'a fait super bien. Alors que c'est pas facile, quoi. Ça demande beaucoup de force. Donc voilà, moi, j'ai envie qu'il construise sa petite truc, qu'il apprenne. Voilà, j'ai envie aussi qu'à travers ça, ils connaissent son histoire et qu'ils la comprennent et voilà. Moi aussi, tu vois, ça m'en a donné la chair de poule. C'est vrai que j'imagine quand t'as entendu cette réflexion-là, pardon, ça doit prendre aux tripes, hein. Ben en même temps, je crois que j'étais super fière je me suis dit c'est fou parce que c'est ouais, au début ça secoue quoi, c'est mais en fait après ça fait tellement partie de la culture et j'étais fière que il ait envie de le faire et puis qu'il le fasse de lui-même et que voilà, et ce qui est chouette c'est que ouais, j'apprends avec lui aussi les coutumes, tout un peuple. Voilà, donc c'est assez. Et j'aime beaucoup Pointe-à-Pitre. Moi, c'est alors une ville qui est pas du tout sécuritaire, mais c'est une ville que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'architecture. J'aime beaucoup. J'en parle parce que je fais le carnaval beaucoup à Pointe-à-Pitre et j'aime beaucoup. Voilà, les touristes y vont peu parce que on dit que ça craint et c'est pas fou. Mais vu que nous, à chaque fois, on y va en famille et tout, je me suis jamais sentie. Mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Et puis, ça permet aussi de voir quand même l'abandon de l'État. Voilà, il faut en parler. Ils ont pas d'eau. Là, on a beaucoup parlé du fait qu'on leur a coupé l'eau à cause d'une grève, enfin pendant une grève. Mais en fait, il n'y a pas d'eau. Ça fait des années que ça dure. Ça, faut en parler. On en parle très peu. Bien sûr. Les prix sont exorbitants. C'est-à-dire que même nous qui y allons en vacances avec quand même des moyens, c'est incroyable. Vraiment à se demander, mais comment font les gens? Voilà, et Pointe-à-Pitre, moi, j'ai là aussi, il y a une symbolique. Tout est laissé complètement enfin, on voit que l'État n'intervient pas pour retaper les bâtiments publics, etc., les voies. Par exemple, même, je sais pas si toi t'as vu, mais toutes les plages très très fréquentées par les touristes, il y a des trous énormes sur les parkings. Enfin, ils s'en foutent quoi. En revanche, il y a un commissariat à Pointe-à-Pitre. Je crois que j'ai jamais vu un aussi grand et beau commissariat flambant neuf. Donc là aussi, on se dit tiens. Côté symbolique, il y a quelque chose qui me voilà. Mais voilà, je trouve que c'est important. Là, pareil, hein, je connais peu mais moi-même plusieurs fois, on n'a pas eu d'eau et voilà, on parle un peu plus de Mayotte parce que c'est la grande c'est le chaos. Mais la Guadeloupe, moi, je me dis souvent, ils ont cette réputation d'être
Beaucoup en révolte. On dit souvent ça d'ailleurs par rapport au peuple martiniquais. Je sais pas si c'est vrai, mais moi, souvent c'est ce qu'on me dit. Et moi, quand je suis là-bas, je me dis, mais comment vous faites pour être aussi serein? Parce que moi, je serais totalement révoltée, quoi. Voilà. Il y a quand même, c'est l'État, comme si, voilà, c'est très loin, donc on a l'impression que l'État, c'est pas grand-chose parce que c'est très loin, quoi. Donc c'est un peu oublié, oui. Et merci de mettre tout ça en lumière parce que c'est ce qui me plaît aussi dans le podcast, c'est que certes, il y a les recherches que je fais, des fois j'ai été dans les endroits ou pas, mais voilà, il y a cet aspect aussi de, par exemple, tu vois, dans mes recherches, ce n'est pas ressorti à un seul moment. Et c'est incroyable qu'on n'en parle pas du tout. Et justement, j'imagine que tu en as parlé avec ta belle famille. Eux, comment ils le vivent, ça? Ah bah c'est ma belle-mère, mon ancienne belle-mère là qui m'a expliqué qu'elle avait pas d'eau l'autre jour. Bah ils le vivent, ils sont, je pense qu'ils sont, il y a une lassitude quoi, ils font avec. Mais quand il y a eu toutes ces révoltes comme ça, ouais moi je comprends vraiment. Oui, moi je crois que j'assume. Hein. Moi je pense que je serais beaucoup plus révoltée, beaucoup plus en colère. Et voilà, on sent vraiment que le fait que ce soit loin, l'État abandonne complètement. C'est terrible. Et ça me fait aussi penser un petit peu à quelque chose qui est ressorti dans mes recherches et que j'ai pu observer. Je m'attendais à voir, tu vois, une faune et une flore exceptionnelles, à voir plein d'oiseaux emblématiques, de voir des iguanes partout. Bon, j'en ai vu un, mais j'ai observé et j'ai lu dans mes recherches qu'effectivement, la faune et la flore en Guadeloupe sont en train comment dire, il y a énormément d'espèces qui sont en train de disparaître, à cause de justement ce tourisme de masse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé toi aussi? Il n'y a pas de poubelle. Là aussi, moi, c'est avant de dire que c'est le tourisme, je dirais aussi que c'est l'État ou les collectivités. Il n'y a pas de poubelle. Tu es sur la plage, tu cherches vraiment une poubelle pour jeter ton paquet de biscuits ou alors ça passe très peu. Ou voilà. Mais oui, comme partout, je pense. Après, c'est sûr que quand on arrive de Paris, on trouve que la faune et la flore, elles sont que la flore est luxuriante et la faune aussi. Oui, mais moi, je trouve que c'est aussi, ouais, peut-être d'abord les pouvoirs publics avant le tourisme, parce que ce truc des poubelles, c'est assez voilà, je pense à la plage du Petit Havre notamment où tout le monde pique-nique et les poubelles, c'est rare quand j'ai vu les poubelles. Enfin, l'autre jour, il y avait pendant les 2 semaines, il y avait les poubelles étaient posées par terre tellement que ça passait pas, enfin, on les ramassait pas pendant voilà, des jours et des jours. Donc pour moi, c'est peut-être avant le tourisme, voilà, peut-être. Les pouvoirs publics aussi qui mettent pas des choses suffisamment en place. Ouais. C'est encore une fois, c'est bien de le souligner. Merci de partager cette réflexion avec nous. Donc, si on part maintenant un petit peu plus sur l'aspect culture, donc là, tu nous parlais du carnaval. Est-ce que toi, il y a d'autres aspects de la culture en Guadeloupe que tu aimes beaucoup, justement, que tu essaies de transmettre à ton fils? Bah nous, on est des férus de musique. Alors voilà, déjà la musique, ouais, on est complètement fans. Euh, après, après, il y a quand même il m'arrive d'aller dans une salle de sport qui est un gros complexe, un truc énorme dans une zone commerciale. Mais j'y vais de temps en temps quand je reste 2 semaines. Et c'est drôle parce que l'autre jour, je suis arrivée dans les vestiaires, je dis toujours bonjour. Et à Paris, en général, on me répond pas. Ou alors, il y en a une qui fait un petit bonjour tout bas. Et en Guadeloupe, c'est toujours, ça m'amuse parce que je sais que j'arrive, je dis bonjour dans les vestiaires des filles. Et là, mais c'est tout le monde se retourne, sourit et bonjour. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le reflet de, voilà, les gens sont très accueillants, très polis. Il y a quand même une chaleur, voilà. Et après, moi, c'est beaucoup les femmes que je réfléchis depuis quelques temps à essayer de faire un truc. S'il y en a qui m'entendent,
qui ont des idées. Moi, je crois que les femmes, alors antillaises, je dirais aussi africaines, mais que les femmes antillaises, mais aussi, je pense, celles d'Amérique latine, mais ont beaucoup à apporter à nous, les occidentales, parce que il y a quand même une image du corps qui est très différente de la nôtre. Euh, les rondeurs sont célébrées. Du coup, moi qui fais un métier pour les femmes, qu'avec des femmes, c'est toujours un grand bonheur pour moi de voir des femmes de tous les âges qui mettent en valeur leur courbe, leur rondeur, qui on voit qui les aiment, qui les assument. Euh, et voilà, il y a tout ce qui est. J'aime bien cette idée que le fait qu'il fasse toujours très chaud, on est quand même plus connecté à notre peau, à notre corps. Mais voilà, quand on voit que les diktats ici de l'ultra minceur ne cessent pas, voire s'intensifient, alors qu'on aurait pu croire que non, avec le body positivisme, etc. Mais non, en fait. Moi, je m'aperçois bien au quotidien avec les nanas que c'est terrible. Et des fois, je me dis, mais il faudrait vraiment que, je sais pas, qu'il y ait je sais pas comment ça pourrait, mais je pense qu'on a beaucoup on devrait s'en inspirer. Voilà, donc c'est compliqué parce que c'est toute une culture, c'est aussi mais voilà, et puis il y a quelque chose aussi j'aime bien, il y a cet équilibre, il y a elles prennent beaucoup soin d'elles. Là, j'en ai déjà parlé avec mon ancienne belle-mère il y a quelque chose où enfin même des mamies tout le temps. Alors il y a peu importe la classe sociale et les moyens qu'elles ont, et ça je trouve qu'elles sont impeccables, quoi. Et il y a beaucoup de goût, beaucoup de vêtements coordonnés, de couleurs, les ongles toujours impeccables, et du coup on sent qu'elles prennent soin d'elles et qu'elles aiment ça et que c'est important. Et c'est très agréable. Je trouve qu'il y a entre, voilà, ce fait d'assumer les rondeurs, de les célébrer, de les aimer et en même temps de prendre soin de soi. Il y a quelque chose qui me parle beaucoup et dont on devrait s'inspirer, je crois. Et j'aime beaucoup. Je me répète, mais voilà, je suis ravie qu'on puisse aborder des pays avec des angles vraiment bien particuliers et pas juste dire, ben voilà, aller en Guadeloupe, aller à la plage, un petit peu les bases. Donc merci de nous apporter ça. Et ça nous fera une bonne transition juste après pour quand on parle un peu plus du Pilate. Mais avant de terminer ce chapitre sur la Guadeloupe, j'aime bien à chaque fois parler un petit peu de gastronomie. Donc j'ai noté quelques plats, mais est-ce que toi tu as des favoris qui te viennent en tête quand tu vas en Guadeloupe de plats locaux? Oui, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ouais, moi j'adore depuis toujours la nourriture là-bas. Moi, je suis une fan de lambis et des coquillages que mon ancienne belle-mère me fait à merveille. J'adore le crabe farci. J'adore le jus de canne à sucre. Les fruits et les légumes, bon alors là, n'en parlons pas, parce que quand on rentre, on est désespéré du goût de nos fruits et légumes. Complètement. Ouais, moi j'aime tout. Je suis vraiment, je suis une fan de la cuisine antillaise. Ouais. J'avais noté aussi le colombo de poulet. Ça, je me rappelle qu'il était très très bon, où c'est un plat épicé à base de viande marinée dans un mélange d'épices donc là ça va être du curry, du cumin, du curcuma, servi avec du riz, des haricots rouges, et ça me fait penser, j'ai enregistré un épisode sur l'île de la Réunion, et c'est vrai que il faut surtout pas tout mettre dans le même panier, mais on retrouve en tout cas certaines saveurs un petit peu. Il y a aussi les acras de morue, le boudin créole, le poulet boucané, où là c'est du poulet mariné dans un mélange d'épices et de marinade, puis fumé sur un feu de bois. On a aussi, donc, tu parlais du lambi, les fruits exotiques, ça c'est tout ce qui va être goyave, ananas, les bananes plantain aussi. Ouais. C'est en Guadeloupe que j'ai goûté pour la première fois les Ouais. snacks de banane plantain, la purée de banane plantain.
C'était Ouais. juste fantastique. Les Bokit aussi, c'est des sandwichs où le pain est légèrement frit. C'est délicieux. Les Bokit morue, je recommande à fond. Voilà. Et le boudin entier, hein, moi je mange pas de viande. Quand j'étais petite, j'étais une fan de boudin entier classique. Mais maintenant, j'ai mon ancien beau-père, papy, qui me ramène le jour où j'arrive en Guadeloupe, il me ramène de l'eau de coco et des boudins de poisson, à base de poisson. Donc ça se mange comme le boudin entier, hein, ça se suce quoi, comme ça. C'est des petits boudins qu'on aspire, dont on aspire l'intérieur. Et c'est voilà. Maintenant j'ai faim donc. Après, il y a aussi tout ce qui est dessert avec les flancs coco. Alors quelque chose, j'ai pas vu goûter là-bas. Tu vas me dire si ça se fait. Les tourments d'amour, une tartelette à la noix de coco et à la confiture de fruits tropicaux. Ah ouais, sûrement, j'ai pas goûté. Moi, j'aime bien leur gâteau à l'ananas, qui se fait beaucoup. Ouais. Voilà, je recommande les pâtisseries. Enfin, je sais pas s'il faut recommander déjà qu'il y a la queue tout le temps. Je sais pas si je le dis. Si tu gardes des petites adresses. Les sorbets et les pâtisseries de chez Youyut à Pointe-à-Pitre. Et puis, je crois qu'il y en a aussi à Saint-François, vers la pointe des châteaux. C'est merveilleux. C'est des gâteaux, des pâtisseries légères à base de fruits exotiques. Tous les sorbets, c'est à base de fruits exotiques. Pas de sucre rajouté. C'est c'est incroyable. Voilà. C'est pas gentil de me... Oui, parce que quand même, pour les auditeurs auditrices, il est bientôt midi. Donc là, on s'inflige une petite torture. Et bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, petite mention obligatoire. Mais c'est vrai que le rhum, là-bas, moi, j'ai été visiter une distillerie où le rhum était fait avec le fruit de la passion, enfin le maracuja. Et j'ai des saveurs qu'on retrouve nulle part. C'est vrai que ces fruits exotiques sont assez exceptionnels. Et je repense à quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure par rapport à la faune et la flore. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup regretté, c'est de ne pas faire plus de plongée en Guadeloupe. Est-ce que tu as fait un petit peu de snorkeling pour voir les tortues ou ce genre de choses? Ouais, moi, j'amène tout le temps mon casque et je me suis acheté le casque intégral. Je suis très fière, mais j'ai jamais fait avec les bouteilles et tout, pas encore. Mais ouais, moi je peux passer 4 heures à regarder les poissons donc ça je le fais au Saintes. Et voilà, mais oui, c'est génial. Et ce qu'on n'a pas dit aussi sur Pointe-à-Pitre, si vous voulez aller goûter des trucs chez Youyut, c'est l'occasion d'aller au Memorial Act à Pointe-à-Pitre, qui est un magnifique musée de la mémoire de l'esclavagisme, quoi, des esclaves. Et c'est un très, très beau musée. Pour ceux qui se disent, on ne sait pas ce qu'on va faire à Pointe-à-Pitre, il y a ça à faire. Super. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses à faire, que ce soit les randonnées, aller voir les chutes d'eau, voilà, aller manger plein de bons plats. Là, ça... Tu vois, je m'étais dit, j'ai vraiment envie d'y retourner un jour parce que je suis frustrée d'y être restée. Enfin, c'était mieux que rien, mais j'y ai passé vraiment juste 3-4 jours et de pouvoir vraiment aller des randonnées dans les cascades et tout ça. Et puis, voilà, d'aller dans les lieux que tu as recommandés maintenant, c'est parfait. Écoute, on va faire la petite transition. Donc, tu parlais de s'accepter avec ses rondeurs et ainsi de suite. Et ça m'a fait penser à tes cours de Pilates Booty. Tout de suite, c'est venu comme ça. Donc, on explique un petit peu. Donc, tu nous disais tout à l'heure que tu donnes des cours de Pilates. Je sais que tu l'as expliqué dans d'autres podcasts, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer rapidement comment ça se fait que tu te sois tournée vers l'enseignement de cette discipline? Moi, j'étais pas du tout sportive, hein, c'est ce que je dis souvent. J'étais pas bonne en sport. C'était plutôt un moment qui me stressait un peu, les cours de sport. Mais j'ai toujours fait de la danse. Comme beaucoup jeunes adultes, je me suis arrêtée, je sais pas, au début de la fac, quoi. Je remarque quand même, on fait tous un peu la même chose. Et puis après mon master, je suis arrivée à Paris et je me suis brûlée la moitié du corps avec ma bouilloire d'eau. Du coup, j'ai pas été immobilisée longtemps, mais j'ai eu le temps de prendre conscience de l'importance du mouvement et qu'en fait, il me manquait. J'avais une salle de sport juste en face de chez moi.
Je m'y étais inscrite, mais j'étais allée une fois. Et je sais qu'il y avait, je sais plus comment elle s'appelle, je la cite souvent, du coup, une coach qui venait des pays de l'Est. Et j'avais fait un cours d'abdos fessiers, je crois, avec elle. Et je m'étais dit, c'est chouette son boulot, quoi. Parce que elle fait du bien aux nanas toute la journée, quoi. Et puis, je sais pas, j'ai eu un déclic. De toute façon, je pense que je me suis brûlée pour ça. J'ai eu un déclic et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'être coach. Sauf que c'était pas du tout la mode. Donc, tout le monde s'est foutu de moi. Ça, faut le rappeler, je le dis à chaque fois. Il y a 15 ans, c'était genre hyper ringard. Il y avait très peu d'écoles. Aujourd'hui, il y en a plein et beaucoup qui sont pas bonnes, mais vraiment, il y en avait très peu. Et ils étaient beaucoup plus lourds, le concours d'entrée, de sortie, le contenu. Et voilà, j'ai beaucoup bossé. J'ai passé mon diplôme d'État en 2 ans. Et après, pourquoi le Pilate? Parce que c'était déjà le début. Ça commençait à cartonner en France. Enfin, ça cartonnait pas encore, c'est pas vrai. Mais je sentais bien qu'il y avait de l'intérêt, en tout cas outre-Atlantique. Donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est? Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, du coup, je me suis formée en Pilates il y a 14 ans, 13 ans, ouais. Incroyable. Et pour rappeler effectivement l'histoire du Pilate, donc c'est Joseph Pilate, un passionné de fitness et de santé qui a créé la méthode Pilate dans les années 1920 en Allemagne. Et il a développé en fait ses premières techniques de Pilate pendant la Première Guerre mondiale pour aider les patients blessés et malades à se remettre en forme. Donc c'est vrai qu'on peut pas, vu ce que tu viens de nous dire par rapport à ton histoire, c'est vrai que c'est assez fou de voir la résonance entre la création du Pilate et ta propre histoire. Et pour la petite anecdote, le Pilate, moi j'en ai entendu parler il y a près de 10 ans parce qu'en fait je vivais à New York et ma coloc est prof de Pilate. Donc c'est vraiment à l'américaine, c'est-à-dire que ses cours n'ont rien à voir avec les tiens et je l'aime beaucoup, hein, mais je préfère largement les tiens parce qu'elle c'était à l'américaine, le cours très presque comme à l'armée où c'était vraiment give me one, give me two, give me five. tu vois le genre vraiment intense. Et tu vois, j'avais pas accroché tant que ça. Je m'étais dit, bon, j'y reviendrai peut-être un jour plus tard. Et je sais que tu en as parlé dans d'autres épisodes de podcast, l'importance du professeur dans une discipline sportive qui joue énormément. C'est que le Pilate, à la base, le répertoire, il n'est pas très important. Le Pilate, le problème qu'il y a eu, qui a commencé à avoir il y a une dizaine d'années, c'est que les gens ont commencé à vouloir en faire, sauf que les formations étaient chères et un peu longues. Moi, je sais que ça s'est fait, je sais plus, c'était sur 1 an et demi, et c'était 2 week-ends par mois. Du coup, les coachs diplômés, mais de fitness et muscu, ont regardé des trucs sur YouTube. Donc, ils ont donné des cours sans savoir vraiment, ça a un peu galvaudé la chose. Aujourd'hui, je sais que l'autre jour, je me suis dit, mais attends, soit c'est toi qui as eu une formation bizarre, soit on a oublié une partie qu'on t'a pas racontée ou je sais pas. Mais quand on voit maintenant quasiment tous les coachs qui disent Pilates, et souvent je vois des filles faire des fentes, des squats, des trucs de cardio, mais moi j'ai jamais appris ça. En fait, je crois que le mot est galvaudé comme technique. Je pense au Kobido, où c'est quelque chose de très spécial, un massage du visage très spécial. Aujourd'hui, on dit Kobido, le mot est complètement galvaudé. Le Kobido, c'est une technique très spécifique que très peu de gens connaissent. Mais maintenant, tout le monde dit voilà, on fait du Kobido. Et je pense que pour le Pilate, c'est un peu pareil. Ça a tellement de succès que c'est galvaudé. Les formations sont hyper nombreuses. Apparemment, moi, des retours que j'ai, pas assez complètes. Donc, c'est vrai que, voilà, ça se galvaude un peu. Mais disons que c'est très exigeant. En fait, le Pilate, faut pas se mentir, c'est chiant. Avant, moi, quand je prenais en formation des cours de Pilates d'1 heure, c'est essentiellement on travaille le centre du corps, hein, parce que dans le répertoire que feu Joseph Pilate a mis au point, il n'y avait pas de cardio, de squat jump, etc. C'est ennuyeux de faire 1 heure
sur des exercices très en douceur où on va en fait renforcer le centre du corps de manière hypopressive, en travaillant avec conscience dans la lenteur d'exécution et avec une respiration particulière. Donc moi, je sais que je donnais avant que des cours d'1 heure de pilates et j'ai remarqué qu'il y avait je sentais que mes élèves s'ennuyaient et j'ai calculé que c'était à peu près au bout de 25 minutes. Du coup, à force de pratiquer, je me suis dit, fais un mix, crée des cours hybrides où tu vas avoir 25-30 minutes de pilates et le reste d'une autre discipline pour que du coup les résultats soient encore plus complets, efficaces, et c'est ça qui marche. Et c'est pour ça que moi on aime bien mon pilates aussi, c'est parce que le pilates pur, pas mixé, machin, c'est ennuyeux. Et comment tu le définirais justement pour les gens qui ont souvent entendu parler de pilates mais qui ont du mal à imaginer ce que c'est un cours de pilates pur? Comment tu définirais ça? Ça se pratique allongé, quasiment tout le temps allongé. Alors moi je parle, attention, du pilates pur. Pilates mat, comme l'a créé Joseph Pilate. Aujourd'hui il évolue énormément, comme le yoga. Le yoga maintenant prend des formes très très différentes et je pense tant mieux. Et on va en fait avoir un placement bien particulier, avec un dos droit, un bassin on dit en neutre, toujours s'auto-grandir, respirer au niveau latéral et thoracique, ce qui va permettre de ne pas pousser les viscères vers le bas en ayant par exemple des expirations abdominales super fortes, où là on fait n'importe quoi sur les viscères, on les pousse. Et ça va être des abdominaux profonds qui vont engager, où on engage son périnée, son transverse. Et en fait, on va travailler dans la lenteur et en conscience, ce qui fait qu'on va travailler très, très intensément et très profondément. Moi, j'ai entraîné les espoirs du Stade Français, donc les rugbyman professionnels en pilates. Excellent. Et alors, ils étaient très bons. J'étais franchement étonnée. Mais c'est hyper dur. Non, j'étais face à des athlètes de haut niveau. J'en ai beaucoup d'athlètes en cours. Mais là, c'était intéressant pour moi d'observer que des athlètes de haut niveau, c'était hyper difficile le pilates. Et ce qui est intéressant, c'est que ça aide après dans la vie quotidienne, mais dans tous les sports. Moi, j'ai des boxeurs qui sont formés au pilates, pour qui ça a été ça change tout en fait, de travailler, de savoir tenir sa sangle abdominale, de savoir la travailler correctement. Et c'est très exigeant. On met du temps avant d'y arriver, parce que la respi n'a rien à voir avec celle du quotidien, parce qu'on n'a pas l'habitude d'engager son centre de cette manière. Mais moi, j'ai jamais vu des progrès aussi flagrants quand les gens progressent à une vitesse folle. Et c'est intéressant que tu parles de cette équipe que tu as formée, parce que je me demandais justement si les hommes étaient réceptifs au pilates, si tu avais beaucoup d'hommes dans tes cours ou pas, ou est-ce qu'ils se disent « Oh, c'est comme le yoga, je vais penser que c'est un truc de nana », ou non, t'as quand même des hommes qui font du pilates aussi. Oui, il y en a beaucoup. Moi, c'est marrant. Bon, après, moi, je les inclus pas trop. Je dis souvent les filles, donc ils râlent. Mais j'en ai beaucoup. Et ce que je dis souvent, moi, j'ai eu beaucoup de rugbyman au début, avant cette expérience avec ces espoirs. Mais j'en ai toujours eu beaucoup. Et aujourd'hui, j'en ai qui m'écrivent, qui font... alors, j'ai pas mal de militaires, de mecs du RAID, de la BRI. Incroyable. Je sais pas, ils aiment bien parce que mes cours, ils sont durs et exigeants, et voilà. Et après, moi, j'ai fait faire du pilates à des potes athlètes qui font beaucoup de muscu, et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais, les hommes, ils ont compris, bien sûr. Ouais, non, il y en a plein. Parce que c'est vrai que comment dire, ce que j'aime bien dans le pilates, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est aussi quand même pas mal dans la lenteur, dans la concentration du mouvement, de bien cerner quels muscles il faut contracter, comment je vais respirer, et ainsi de suite. Et une question que j'avais, c'est dans tes cours, et même dans ce que je fais du pilates en salle aussi, on insiste beaucoup sur le périnée. Et pourquoi en fait on insiste autant sur le périnée ?
Si tu veux, en gros, il y a eu l'âge d'or du fitness, du coup, avec toute l'époque Véronique et Davina, aux États-Unis, la muscu, etc. Beaucoup d'aérobic aussi, donc de cardio avec impact. Et avant, on faisait un peu les abdos. Je mets les mains derrière la tête, je croise mes doigts, et puis je remonte mes épaules vers l'avant, et puis c'est tout, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu on s'est rendu compte de descente d'organes chez les femmes, c'est-à-dire qu'en fait, en soulevant les épaules et en les ramenant vers les genoux, par exemple, on va pousser à force les viscères vers le bas. Et à force, ça peut créer des prolapsus, des petits ventres qui vont vers l'avant plutôt que d'être tonifiés, voilà. Et le Pilates, c'est une gym hypopressive, c'est-à-dire qu'on apprend à engager son périnée, à allonger sa colonne et à rester en neutre. Et quand on monte les épaules, elles vont vers le ciel et non pas vers l'avant. On raccourcit pas la distance épaule-bassin. Voilà. Bon, maintenant, ça a pris, du coup, maintenant, on est dans un nouveau cycle. Maintenant, c'est la diabolisation des abdos. Ah ouais? Ah oui, c'est déprimant. C'est déprimant, mais j'espère que ça va bientôt s'arrêter parce que moi, j'ai pas mal d'ostéos et de toubibs qui me disent il faut faire quelque chose. Maintenant, c'est les abdos, il faut pas en faire. Le Pilates, c'est super mauvais. Les crunchs, ce mot crunch qui a été diabolisé. Mais le crunch, en fait, c'est juste des relevés de bassin. Mais il y a des très bons crunchs. Pilates, il fait relever les épaules et c'est pas des mauvais crunchs. Donc, les gens se font avoir par tout le contenu qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Puisqu'il y a de moins en moins de coachs, beaucoup plus de faux coachs, des gens sans formation et qui, du coup, manquent de fond et donc se dirigent vers la forme et que c'est des arguments très marketing, le ventre plat, les nouvelles techniques. Du coup, c'est plus d'abdos, c'est hyper dangereux. Maintenant, faut faire tout en respirant, voilà. Le problème, c'est que moi, je vois certaines qui se sont mises à des gyms où il y a quasiment plus d'abdos, mais c'est que des trucs respiratoires, avec des techniques respiratoires. On perd trop de sangle abdominale. Du coup, les médecins, ils le voient, que ceux qui se mettent à ça, il y a vite, si les abdos sont plus assez toniques, c'est le dos qui ramasse. Donc voilà, maintenant, il y a une diabolisation des abdos qui est super énervante. Je pense que au lieu... on devrait un peu sortir nos nez des réseaux sociaux qui pullulent d'arguments marketing, de contenu marketing complètement faux, faussés, voilà. Et plutôt se tourner vers... je pense qu'on n'interroge pas assez les préparateurs physiques qui entraînent les athlètes. Là, les JO vont arriver. C'est l'occasion. Les athlètes femmes, moi, quand j'ai des ayatollahs, des abdos qui m'écrivent et qui me disent c'est gravissime de relever les épaules, même vers le ciel, même en neutre, même machin. Ok, alors moi j'ai dit allez parler à toutes les athlètes, retraités ou pas, qui ont fait des abdominaux hypopressifs toute leur vie, regardez l'état de leur périnée, l'état de leur ventre, faut arrêter, quoi. Le problème, c'est que ça fonctionne et ça fait flipper les nanas. Moi, l'autre jour, j'en ai une en pleurs qui pouvait faire des abdominaux pendant sa grossesse. Ça se passait très bien. Elle a eu l'aval de sa gynéco. Elle faisait des abdos hypopressifs. Quand ça tire pas, on peut en faire très peu, comme ce qu'en Pilates, c'est très peu de reps. Et elle est allée voir une dame quasiment pas formée mais qui cartonne sur les réseaux, qui lui a dit c'est très très grave, vous avez un diastasis énorme, vos viscères sont en train de pousser vers le bas, vous allez avoir un prolapsus. Elle m'a appelé en pleurs, enfin écrit en pleurs sur les réseaux. Et je lui ai dit écoute, va voir ta gynéco, va voir ta sage-femme. Et heureusement, 2 semaines après, elle m'a dit je suis désespérée, j'ai absolument pas de diastasis, mon périnée est au top. Et on lui avait raconté n'importe quoi et on lui avait fait peur. Donc, attention aussi. D'ailleurs, elle a accouché, son périnée est intact et ses abdos aussi. Et c'est vrai que j'ai vu ça régulièrement sur ton compte, énormément de femmes qui témoignent
juste après leur accouchement que leurs gynécos sont épatés de voir à quel point elles sont Ah oui. en forme et à chaque fois elles te remercient. Je trouve ça super. Parce que moi, je me suis pas mal intéressée au sujet depuis quelques années. C'est vrai que j'avais eu la chance d'interviewer 2 professeurs de médecine qui sont retraités. En tout cas, un, c'est sûr. L'autre, je sais pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ce sont les 2 seuls qui se sont intéressés vraiment au sujet sport et grossesse, qui ont fait, pardon, on entend le chat, T'inquiète pas. qui ont fait un gros travail dessus. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la France, pour le sport et la grossesse, on est les plus rétrogrades. Du coup, parce que les médecins sont très peu formés. Les sages-femmes, apparemment, ça dépend. Il y en a qui sont très bien formés, d'autres pas assez, peu, quasiment pas. Et du coup, les médecins, ils ont peur. Alors, ils disent, ouh là là, bougez pas. Mieux pas bouger, vous êtes enceinte, faites rien. Mais on se rend pas compte comment ça se passe ailleurs. Moi, quand je publie des stories comme ça, j'en ai plein qui me suivent au Canada, j'en ai plein qui sont aux États-Unis depuis longtemps, même en Amérique latine, en Angleterre. Et les nanas, des fois, elles comprennent même pas ce que les filles écrivent. Parce qu'il y a qu'en France où on croit que on peut pas faire de sport ni d'abdos enceinte. Et ce qui m'énerve, c'est que ça commençait à aller mieux. Bon, d'après les médecins, ça va pas mieux du tout. Mais ce qui m'énerve, c'est que cette tendance, du coup, de diaboliser les abdos, etc., en fait, ça nous fait reculer encore plus. Et c'est pour ça, écoutons les médecins formés, écoutons les athlètes. Moi, j'ai vraiment envie, pendant les JO, d'essayer d'interroger justement c'est elles qui vont en parler le mieux, quoi. C'est pas une nana qui vient de faire une formation dont je citerai pas le nom, mais qui a duré que quelques jours et qui va nous expliquer, non, allons parler à des nanas qui ont fait des abdos hypopressifs 2 heures par jour, enfin j'exagère, des heures et des heures chaque semaine pendant 40 ans. C'est elles et des médecins et des préparateurs physiques qui vont mieux nous en parler. Donc voilà, c'est il y a aussi un truc qui m'ennuie un peu, c'est toujours ce problème de fond, vu qu'il y a plus assez de formations, elles sont plus assez complètes, on manque de fond, donc on va chercher la forme. Et puis c'est l'ère des réseaux sociaux, de la création de contenu, donc tout est dans la forme. Et donc tous les arguments marketing cartonnent. Mais ce truc par exemple des hormones, moi je pour avoir fait pas mal d'articles dessus, c'est un sujet très délicat. C'est déjà pour plein de médecins, c'est très délicat si on n'est pas, s'ils sont pas spécialisés. Moi, j'en ai beaucoup qui m'ont toujours dit ça. Et là, pareil, il y a plein de médecins qui hallucinent que tout le monde parle des hormones, alors que c'est un sujet super compliqué qui requiert beaucoup d'études, d'années d'études. Et là, on entend des bêtises, quoi, que ce soit sur la nourriture ou même sur le sport. Et ça met du coup de côté les femmes ménopausées. Moi, j'en ai beaucoup qui me disent, avec ce truc de machin des hormones, machin du cycle, moi, je suis où? Alors déjà, elles se sentent un peu comme si, elles allaient pas réussir à faire du sport, comme si elles étaient plus fatiguées, comme si. Et en plus, on leur parle moins. Et en plus, on les dirige vers des choses douces. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, c'est le contraire. La fonte musculaire, elle s'accentue avec la ménopause. Donc, allons soulever de la fonte, soulever des haltères, faire des sports qui vont nous faire gagner en force pour protéger les articulations, pour protéger le squelette, pour mieux vieillir. Donc, vous sentez pas, là, pareil, quoi, pas tomber dans les trucs. Enfin, moi, j'ai quand même des nanas de 25 ans qui m'écrivent parce qu'on leur dit que quand on veut un bébé, il faut arrêter le sport ou faire des trucs très particuliers pour les hormones. Non, faites-vous plaisir, bougez comme vous voulez et c'est comme ça que vous aurez le plus de chances de vivre ce que vous voulez, quoi. Ouais. Et merci encore une fois de passer, je me répète un peu, mais de passer ce message qui est hyper important. Et c'est vrai qu'on le voit maintenant, j'ai l'impression qu'il y a tous les jours, il y a un nouveau coach qui émerge. Il y en a partout et c'est vrai que c'est important de bien regarder où est-ce qu'a été formé mon professeur, depuis combien de temps. Et c'est vrai que c'est opaque. C'est à l'État, moi, des fois, je me dis, si j'avais le temps, je partirais en mission. Avant, on était contrôlés 2 fois par an. Avant l'État, c'est pour ça d'ailleurs que les coachs français étaient réputés internationalement. Voilà, les formations, elles sont pas du tout contrôlées. Si, ils ont fait des études, je crois, c'était il y a moins d'1 an. Et je sais pas si vous avez vu les résultats, c'est une catastrophe. C'était sur plein de coachs et sur plein de studios qui en fait étaient pas du tout assez formés.
mais après ses études, la jeunesse et sport, le ministère, et je crois pas qu'il a pris des mesures. Voilà, mais c'est là avec l'occasion, avec les JO qui arrivent, je crois que c'est vraiment, moi, c'est un peu mon message. C'est intéressons-nous plutôt de regarder sur Insta et TikTok des coachs qui font rêver aux États-Unis ou ailleurs, hein, mais qui voilà, regardons, intéressons-nous au travail des athlètes, des préparateurs physiques. Il y aura sûrement plein de docus et de reportages. Moi, je sais que j'adorais regarder les entraînements d'Usain Bolt. Je m'en suis beaucoup inspirée. Son entraîneur, il était extraordinaire. Eux, c'est voilà, un petit retour aux sources et aux choses essentielles et lâcher un peu le bullshit, quoi. Complètement. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais bien qu'on revienne rapidement aussi sur, tu l'exprimes beaucoup dans tes cours, tout ce qui est la reconnexion au corps et ce que permet le Pilate et tes cours de vraiment être plus en harmonie entre le corps et le mental. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je pense que le mouvement, c'est la clé pour faire la paix avec son corps et être mieux dans sa tête. Je pense qu'on se lance au début pour des objectifs esthétiques, un peu de santé, mais beaucoup esthétique, d'amincissement ou de tonification. Et moi, mon bonheur, c'est quand mes élèves, enfin c'est toujours d'ailleurs, mais quand au bout d'un mois, ils me disent, je suis ravie, hein, mon corps il a changé, mais en fait c'est dans ma tête, je pourrais plus m'en. Donc voilà, c'est tout un équilibre de vie. Là, pour le coup, c'est sécréter des hormones qui font du bien, hein. La dopamine, la sérotonine. Et puis après, moi, j'invite toujours mes élèves après le cours à ressentir leur corps, mais aussi leur esprit. On se sent, on a plus de recul, on est plus clairvoyant, on est fier de soi. Voilà, c'est toujours essayer de la force musculaire qu'on construit, elle résonne dans l'esprit et lui aussi il se muscle et il devient plus fort. Et ça c'est vraiment la base quand on l'a compris. Et pour ça, faut faire ce qu'on aime. Faut pas suivre les tendances non plus. Il faut faire ce qu'on aime. Oui, choisir un prof qui nous plaît, une discipline qui nous attire. Et est-ce que toi d'ailleurs, il y a d'autres disciplines sportives qui t'attirent à part le Pilate? Moi, je trouve pas le temps, mais mon rêve, ce serait d'arriver à faire au moins une fois par semaine de la pole dance parce que le côté athlétique, alors là, les capacités physiques qu'il faut, elles sont incroyables. Les chaînes musculaires qu'on travaille, c'est vraiment intéressant. Le gainage, voilà. Et puis ça allie la force à la grâce, à l'expression corporelle aussi. Donc c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Super. Et pour les gens qui seraient intéressés par tes cours, tu peux peut-être nous dire 2-3 mots sur ta plateforme, ce qu'ils peuvent retrouver. Je mettrai les liens dans l'épisode. Moi, c'est lescoursdejulie.com. Moi, la base de ma méthode, maintenant tout le monde le fait, mais la base, c'était vraiment que ce soit comme en studio, donc avec un planning. Les gens n'ont pas à réfléchir ni à choisir des cours qui, en fait, vont pas être efficaces, dont le combo ne va pas être efficace. Donc moi, il y a 2 nouveaux cours d'1 heure chaque semaine, plus une mini-séance le vendredi, mais qui est en bonus. Et on suit le planning, on se laisse guider. C'est que des méthodes hybrides avec pilates, cardio, renfo. Et voilà, c'est 25 € par mois. Et c'est trop bien. Merci. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu fais tout le cours avec nous. Tu fais vraiment tous les exercices. Donc, quand on est sur des exercices qui tirent un peu, tu es là à nous dire « Est-ce que ça va ?» Donc, moi, je me surprends à beaucoup parler toute seule et dire « Non, ça va pas !» Et t'as des super playlists avec des musiques vraiment entraînantes. Et puis voilà, tu es dans le dur avec nous. Et même après, sur les réseaux, les lendemains, tu nous dis que toi aussi, t'as les courbatures parce que ça... Je triche aussi beaucoup. Ah, moi, je l'ai pas trop vu. Ah bon, c'est que tu débutes. Après, tu verras, tu mettras des commentaires, t'abuses. Maintenant, elles ont toutes chopé mes trucs. J'assume, hein, mes techniques de triche. Et ça aussi, c'est quand même important de le noter. Toute cette communauté, donc elles se sont autoproclamées les pujolettes. C'est bien ça, les filles qui suivent tes cours. Comment on dirait pour les mecs qui te suivent? Ah, c'est les pujolos, ça, j'ai décidé.
Ah, c'est vrai? J'adore. C'est joli, mais il y a un côté sud-ouest de chez moi que j'aime bien. Pujolos. J'adore, parce que c'est vrai que ça aussi, je trouve ça hyper entraînant dans tes cours, se dire, dès qu'on a fini, chacune peut laisser son commentaire, et puis après, tu repostes aussi beaucoup des témoignages ou des extraits des cours, et moi, tu vois, après cette semaine d'avoir fait 2 cours, maintenant, quand je vois tes stories, je me dis, ah oui, cet exercice, je l'ai fait, il était dur, mais j'ai réussi. Et ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est parce que là, je me suis emballée, hein, j'ai acheté tout le matos. Quand je me lance dans quelque chose, je suis un peu à fond. Et j'aime bien ça, que tu proposes beaucoup d'options avec, sans, avec les poids, avec les lestes, avec les bandes de résistance. Et c'est vraiment libre à chacune de faire avec ou sans, en fait. Oui, oui, complètement. Bah, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai des grandes débutantes. Voilà, moi, je peux avoir des dames de 75, 76 ans qui ont jamais fait de sport et qui lâchent pas mes cours. Et en même temps, j'ai championne de France de basket ou voilà. Le but, c'est vraiment, et ça marche pour tout le monde, quoi. Il y a plein de nanas qui sont en surpoids, des ados, voilà. Il y a plein d'options et tout le monde fait comme il peut. Et ce qui est génial, c'est de voir les progrès qu'on fait. Et on en fait beaucoup. Oui, c'est ça qui Voilà. est hyper motivant. Donc voilà, on mettra en lien de l'épisode ta plateforme, où du coup, c'est un peu comme une plateforme à la demande. Chacun fait quand il peut le cours. C'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, tu as les nouveaux cours qui sortent 2 fois par semaine. Donc quand on est un peu perdu, des fois, avec les plateformes à la demande, au moins, on sait que tu nous publies le timing de la semaine. Donc ça, c'est parfait. Bon, il y avait encore plein de choses à dire sur le Pilates. Peut-être qu'un jour, on refera un épisode. Pour terminer, est-ce que tu aurais un coup de cœur du moment à partager avec nous? Ça peut être un film que tu as beaucoup aimé, une musique, un livre, un magazine. Ouais, je viens de finir un livre que j'ai adoré. Je crois que c'était la première fois que je lisais cette autrice qui s'appelle Marie Darrieussecq. Fabriquer une femme. Voilà, je crois que c'est son nouveau livre. Waouh, je l'ai pas lâché. C'est l'histoire d'une amitié entre 2 enfants, 2 petites filles, et puis on grandit avec elle jusqu'à l'âge adulte, voilà. Et c'est très beau. Puis ça se passe, c'est des petites filles qui sont au Pays Basque et qui vont faire leurs études à Bordeaux, donc. C'est pas la même époque, mais voilà, ça se passe dans la fac où j'étais, dans les boîtes de nuit où mes frères sortaient. Du coup, ouais, magnifique livre, vraiment, je recommande. Super, mais merci. Et c'est vrai que j'avais oublié de le préciser dans l'intro, nous sommes toutes les 2 bordelaises. Et oui, tout à l'heure, t'as dit un mot, je me suis dit, mais elle est d'où? Ah bah, lis-le, alors tu vas voir, c'est chouette. J'adore. Et moi, pour ma part, c'est un livre aussi. Je suis très fière de le présenter. Je le mettrai dans les ressources de l'épisode. Ça s'appelle Baobei. C'est une copine qui a publié elle-même son livre, où en fait, c'est une histoire une histoire vraie, son histoire d'une femme très courageuse qui a vécu en Chine, qui a été prise dans plein de choses, qui nous raconte une histoire très personnelle, et j'espère l'interroger sur le podcast aussi, parce que c'est une battante, une femme très courageuse. Donc voilà, je le recommande. Merci beaucoup Julie pour ton temps, pour notre échange. Merci à toi Camille. C'est passé super vite. Je remettrai bien évidemment le lien pour ta plateforme. Et dernière petite question pour la fin, comment ça se fait qu'on ait autant de courbatures dans tes cours? Après, ça se calme. C'est vrai. Même si t'es régulière, ouais, les courbatures, le muscle est surpris au début et puis le travail est intense, mais après le muscle il a compris et t'en auras moins. Promis. Super. Mais écoute, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.